Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur RTI2. Merci d'être toujours aussi fidèle à votre rendez-vous de la mi-journée. On garde le contact. Avant de recevoir ici le docteur Brou, avec qui nous allons parler d'un thème très important, et je suis sûre et même persuadée que vous serez nombreux à réagir via le téléphone qui sera ouvert, nous allons recevoir nos invités de la DCM qui ont des messages à vous délivrer. On va démarrer tout de suite avec le cheikh Ben Alima et l'oustaz Sana. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes là pour nous parler d'une campagne de désenvoûtement et de guérison par le Saint-Coran. Effectivement, nous sommes dans une campagne de désenvoûtement, de délivrance qui a démarré depuis le 21 décembre. Jusque-là, nous étions à Yopougon. Nous venons pour la continuité et aussi pour informer nos téléspectateurs que nous allons être à Abobo à partir de demain, Inch'Allah. Donc les traitements se font en continu du matin à 6h jusqu'au soir 20h et c'est ouvert pour les musulmans et les non-musulmans. Donc ça concerne les maladies mystiques, les problèmes de sorcellerie, de djinn, de possession par les esprits de mauvais œil qui se manifestent à travers 4 symptômes qui sont les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, à garder l'argent, à se marier, à avoir des enfants. On n'arrive pas à étudier, à passer les diplômes. Quand les blocages sont anormaux et répétitifs au point où vous êtes convaincu que ce n'est pas le hasard qui fait cette malchance, mais vous savez qu'on vous a fait quelque chose pour bloquer votre vie. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. Donc vous avez des douleurs, des maladies bizarres. Vous allez chez les médecins, ils ne comprennent pas. On fait des analyses, on ne trouve rien. Ça veut dire que la chose dont vous souffrez n'est pas connue par la médecine et n'est pas visible par les machines. Et le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. On s'énerve trop, on ne se supporte pas dans un couple. On déprime, on est triste, on n'a plus envie de parler, on oublie, on n'arrive pas à se concentrer, on hallucine, on voit des choses, on entend des choses, ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Donc tout ce qu'on vous fait mystiquement, ça va sortir dans vos rêves. Vous rêvez des gens qui vous chassent, des corps habillés, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, de monter, tomber, des morts, des rêves aussi sexuels anormaux. Donc ce sont les choses que nous soignons et nous sommes là pour accueillir les gens constamment. La campagne, ça consiste aussi à la formation. Donc notre objectif est de former des gens partout pour installer des centres. Et effectivement, nous avons des centres à travers 32 pays dans le monde, sur les 5 continents. En Côte d'Ivoire même, nous avons une douzaine de centres. Donc pour ne citer qu'Abidjan, il y a Yopougon, Marcory, et Abobo et puis Riviera 2. Petite question, pour revenir aux symptômes, il faut que ces 4 symptômes soient associés ou si on n'a qu'un seul des symptômes que vous avez cités, on peut vous faire appel? Un seul symptôme suffit parce que ça dépend, par exemple, si vous marchez sur la sorcellerie accidentellement, ça peut vous faire une plaie dans le pied. Et donc toute votre vie est normale, mais vous avez cette plaie qui ne guérit pas. Hein. Si vous avez mangé aussi accidentellement, ça va vous faire mal au ventre, des brûlures, des ballonnements, des hémorroïdes et le reste est normal. Maintenant, plus il y a de symptômes, effectivement, ça veut dire que plus votre cas est grave. Monsieur, on va vous écouter également. Ok, voilà, justement, comme on disait tantôt, les centres se trouvent un peu partout, Yopougon, Marcory, Rivera. Et demain, nous allons pour ouvrir le centre d'Abobo. Le centre d'Abobo se trouve au niveau d'Abobo, Anador, derrière l'école Anador, à côté de la mosquée Youssouf Diarra. L'imam Youssouf Diarra, c'est à côté de juste sa mosquée. Donc, en venant de côté d'Adjamé, on arrive au niveau de rond-point, on va à droite, et l'école se trouve à côté, mais c'est à ce niveau que le centre se trouve. Alors donc, à partir de demain, vendredi, Inch'Allah, nous serons à ce niveau pour continuer à traiter. Et le cheikh sera aussi avec nous pour continuer à traiter avec toute l'équipe. Bon, les autres centres continuent de fonctionner certainement, mais pour ceux qui vont venir voir le cheikh peuvent nous trouver à ce niveau-là. Et ça continue de 6h à 20h tous les jours. Et les centres vont rester aussi permanemment ouverts et durant toute l'année. Alors donc, pour nous trouver à ce niveau, vous pouvez aussi nous appeler au 05 91 12 12. 05 91 12 12. Deuxième numéro, c'est 59 00 10 59. 59 00 10 59 et c'est ouvert tous les jours pour les musulmans et aussi pour les non-musulmans. Il y a aussi des lieux qui sont souvent aussi hantés, des maisons, des habitats, des voitures qui sont hantés aussi, qui font des accidents, qui tombent bêtement en panne, ou des habitats où on ne peut pas rester dedans, on a tout le temps des problèmes. Et ces choses-là aussi sont traitées. Ben, pour ce qui concerne aussi les lieux publics, si vous voyez aussi des lieux publics qui sont hantés, vous pouvez aussi nous faire appel à distance. Nous avons aussi la possibilité de traiter ces lieux publics-là. Surtout que nous avons notre cheikh avec nous qui est encore là pour une dizaine de jours. Très bien. Petite question avant de finir. Vous parlez de maisons hantées, par exemple. À quoi on reconnaît une maison hantée?
Vous reconnaissez qu'il y a des bruits, les gens font des cauchemars, puis il y a des maladies, il y a des accidents. En fait, quand c'est vraiment hanté, ça devient très difficile de vivre dedans. On sent des présences, on a des peurs. Si c'est un lieu de travail, il va y avoir des accidents, il va y avoir des fois des incendies même. Donc quand vous sentez les choses anormales et répétitives et vraiment lourdes, c'est là que ça devient, on pense qu'il y a quelque chose de mystique dedans. Alors, moi, je suis très curieuse. Cette fois-ci, c'est la toute dernière question. Alors, finalement, c'est quoi une maison hantée? C'est une maison où il y a des esprits de mort, des personnes qui sont mortes forcément dans cette maison-là et qui ne sont pas parties? C'est quoi une maison hantée? Non, en tout cas, pour nous, dans la culture musulmane, ce ne sont pas des esprits des morts, c'est des djinns. Les djinns sont une créature comme les humains, ils ont le libre arbitre comme nous. Donc, il y a des bons et des mauvais parmi eux. Normalement, ils nous côtoient sans interférer dans notre vie, mais pour diverses raisons, notamment à cause de la sorcellerie. On peut les envoyer faire du mal aux gens de la maison. Des fois, la sorcellerie est enterrée là-bas. Des fois, c'est juste qu'ils habitaient avant les gens, avant même la construction de la maison. Et donc, ils réclament que c'est pour eux et ils n'acceptent pas que les gens cohabitent avec eux. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone 05 91 12 12 ou le 59 00 10 59. C'est à Abobo Anador, guérison par le Saint-Courant, vendredi 9 janvier et tous les jours, donc à partir du vendredi 9 janvier. Merci, messieurs. Très bonne journée à vous. Président Guy Salomon, mademoiselle Déborah Koudou et monsieur Bronzy Coco, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'avoir choisi notre plateau pour annoncer ce spectacle, Dos Destroya. Merci Eva. Effectivement, nous sommes sur ce plateau pour annoncer le grand concert de Os Destroyers, le groupe angolais, qui sera à Abidjan le samedi 10 janvier 2015 au Parc des Sports de Treichville. Voilà, le concert était prévu pour le mois de décembre, mais pour des raisons techniques, nous avons mis ça au 10 janvier 2015 pour ce samedi, pour souhaiter meilleurs vœux à toute la Côte d'Ivoire pour que nous entamons la nouvelle année en beauté. Donc ce samedi 10 janvier 2015 au Palais des Sports de Treichville, spectacle donc, du groupe angolais qu'on connaît tous avec le titre Bella, qui a fait danser tout le monde. Donc... Effectivement. Et je voulais ajouter pour dire que les tickets sont en vente partout. Nous avons des hôtesses, des jeunes filles qui sont dans toutes les communes d'Abidjan, les 10 communes d'Abidjan, avec des tickets. Les tickets sont à 2000 francs. 2000 francs. 2000 francs. Il ne reste plus assez de place parce que c'est un groupe vraiment qui est aimé par les Ivoiriens. Et les Ivoiriens les réclament. Pour la nouvelle année, comme cadeau de nouvel an, la structure Roi Mage Production a décidé comme ça de faire un gratos. Comme on le dit en espagnol, gratos. Donc, pour dire comme ça à la population abidjanaise, completo de espagnol, de gruparto, de angolarta, de osretoisa, de abidjarato, de samedi 10 de janvier 15 Palais des Sports. Au Palais des Sports de Treichville, donc les tickets sont en vente. À 2000 francs, à 2000 francs, à 2000 francs. Les tickets s'arrachent déjà. Les tickets s'arrachent partout. Partout, vous allez voir des jeunes filles en ville. Tu la vois, tu vois des filles, elles disent maman, ticket, os de trois. C'est pas les enfants même. Ce matin même. Koudou, on va lui donner quand même la parole ou... Bon, c'est mon assistante, pas trop. Eva, je m'excuse. Ce matin, j'ai vu un petit qui m'a approché et dit, Tonton Guy Salomon, les béda là, il est parti aussi, il dit, calme-toi, va voir papa et maman, ticket là, c'est 2000 francs. Tu vis au Parc des Sports le 10, c'est samedi le 10 à partir de 10h. Et le même samedi à 20h, ils seront aux deux plateaux, précisément en face du 12e à l'Eros Bar. Et pour conclure, je voulais encore souhaiter meilleurs vœux à tous les Ivoiriens, à Gila Freddy Manassé, Paris Lingo d'Or, à toute la famille, Cheikh Abdoul, merci. 67 les contacts 32 79 63, 67 32 79 63 ou le 75 13 47 66. Voilà, Eva, Miss Debo va vous donner un ticket. Donne ça, Eva. Voilà. Merci beaucoup. Ok, allez, samedi 10 janvier, Parc des Sports. Merci. Très chers téléspectateurs, à l'entame de cette émission, je vous annonçais un thème très intéressant avec le docteur Brou qui est installé. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Alors les fêtes sont passées, là on reprend un rythme normal. Absolument. Le travail a repris, l'école également pour les élèves et étudiants. On retombe dans le train-train quotidien. Alors les fêtes de fin d'année, ça a été l'occasion de dépenser de l'argent. On a parlé ici de l'importance de faire un budget.
Alors, on a dépensé de l'argent, on s'est fait plaisir, on s'est bien habillé, on s'est bien amusé, on a bien mangé, on a bien dansé. Le mois de janvier commence, on a tendance à dire que c'est le mois le plus long de l'année, avec les problèmes d'argent qui vont survenir. On n'espère pas, mais bon. Ça est déjà là, c'est tellement. Voilà. Et les problèmes dans le couple également. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de l'argent dans le couple. Comment gérer l'argent dans le couple? Et on sait que les problèmes d'argent, très souvent, créent des problèmes plus graves qui peuvent même mener à la séparation. Le téléphone est ouvert 22 40 12 54 pour vos témoignages, pour vos questions, pour vos conseils, pour vos avis, pour tout ce que vous voulez, en tout cas concernant ce thème. Et l'émission 22 40 12 54 précédée du plus 225 si vous êtes hors de nos frontières. Docteur. Oui, je voudrais dire que on nous dit constamment que l'argent est le nerf de la guerre. Si c'est vrai pour des nations, si c'est vrai pour des peuples, mais c'est aussi vrai pour des couples. Que l'argent dans le couple a toujours été et sera toujours d'ailleurs source soit de bonheur, source de difficultés, source d'incompréhension. N'oubliez pas que lorsque nous avions abordé sur ce même plateau l'année dernière les thèmes concernant la famille, et quand nous parlions en son temps de problèmes de divorce, nous avons parlé de problèmes de qualité de sexualité. Maintenant, on n'a pas oublié de souligner certainement en première ou en deuxième position le problème de l'argent. Donc, l'argent dans le couple est un sujet d'actualité, c'est un sujet important. La gestion de l'argent dans le couple est un sujet capital. Je pense qu'il y a même des structures qui enseignent aux gens le budget familial, comment faire un budget familial, comment épargner en milieu familial, comment gérer le quotidien en milieu familial. Parce qu'au-delà du couple, la gestion de l'argent va au-delà du couple de deux personnes ou d'une petite famille. Parce que l'argent du couple, c'est aussi l'argent de la grande famille. C'est aussi l'argent du village. C'est aussi l'argent, j'allais dire, de la société. Donc sa gestion, bien évidemment, est constamment source de beaucoup de difficultés. Il est important, bien évidemment, qu'on en parle. Donc ça, c'était pour l'état des lieux. Je pense qu'on va passer donc aux différents cas de figure. Alors, dans un couple où, on va dire, l'argent pose véritablement problème, où les moyens ne sont pas conséquents. Hein. Alors, soit monsieur travaille, madame ne travaille pas, ou les deux travaillent le salaire. Même les deux salaires ne suffisent pas à assurer un train de vie décent. On imagine qu'il y a encore plus de problèmes, surtout quand il y a des enfants. Alors, on va prendre le cas où, ce qui paraît le plus simple, c'est où il y a les moyens à gogo. Donc, on va y arriver. Donc, d'accord. Bon, on va commencer je préfère, voilà. Donc, les moyens sont en gogo. Monsieur travaille, il a un bon poste, il a les moyens. Quelquefois, même on demande à madame de ne pas travailler, même s'il n'est plus trop d'actualité. Ou madame travaille, elle a les moyens. On a le quotidien, on vit comme on veut, on voyage comme on veut. Vraiment, on se fait plaisir comme on le dit. Souvent, quand c'est en ce moment-là, très peu de personnes réfléchissent que demain, ça peut fléchir. Donc ça, c'est facile. Parce qu'un enfant veut un cadeau, on lui offre. Madame veut une nouvelle voiture, on n'a pas besoin de trop discuter. On voyage, on lui offre. Madame veut aller se reposer quelque part, le billet tombe. On veut acheter de nouveaux pagnes, on veut acheter de nouveaux habits. On veut envoyer les enfants dans une école de classe. Ça passe sans problème. On peut avoir le petit déjeuner. On peut même avoir des goûters intermédiaires, le déjeuner, le dîner. Alors quand c'est comme ça, en général, globalement, plus ou moins, on peut faire des cadeaux à la belle famille, réciproquement. Tout semble, je dis bien semble, aller pour le mieux. Maintenant, il y a le cas où les moyens existent, mais que les mains sont difficiles. Par exemple, vous aviez posé une question ici, quelqu'un avait joué à la loterie, avait eu 8 millions et qui n'avait pas informé, je crois, son épouse, 80 millions, 8 millions, je ne sais plus trop. Alors, les conflits commencent déjà. Dès lors que la femme soupçonne, à tort ou à raison, son mari d'avoir assez de moyens et que ce dernier ne dépense pas comme elle le souhaite. Alors, docteur, vous parlez de soupçons, hein, ça ramène une autre question. Doit-on déclarer son salaire à son conjoint? Pour moi, le conjoint doit être informé de ce qu'on touche. La question vous est posée également, très chers téléspectateurs. Pour vous, est-ce qu'on doit donner le montant de son salaire à son conjoint? Pour moi, je dirais oui. Oui, et peut-être un peu non. Beaucoup oui, mais un peu non.
Oui, parce que quand l'argent ce qui suppose que madame aussi puisse dire son salaire, parce qu'en général, il semble que les femmes même connaissent le salaire de le mari, mais elles ne veulent pas qu'on connaisse leur salaire. Alors ça, c'est l'inverse. Non, vrai ou faux, je ne sais pas. C'est Donc, on va pas faire. Ce sont les hommes qui ne veulent pas qu'on connaisse le montant de je leur salaire. je souhaiterais de ma position que le salaire soit communiqué. Ça crée très peu de problèmes quand vous communiquez votre salaire. Quand le salaire est communiqué à votre épouse et que les dépenses sont faites ensemble, il n'y a pas de raison. Je prends un exemple, je touche 100 000. On fait un budget, ça fait peut-être 150 000. Ce n'est pas réaliste, on ne peut pas le faire, donc on est obligé de revoir la baisse. Mais si vous avez 100 000 que vous cachez, et l'éternellement, on va vous dire, il y a toujours de l'argent. Très bien. Amalaman nous appelle des deux plateaux. Madame, monsieur, allô? Mademoiselle Amalaman. Bonjour. Eh bien, bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, très bonne année à vous. Oui, bonne année. Pareil à Dr. Bro. Amen. En fait, je vois le sujet. J'ai essayé de vous joindre. Il était vraiment difficile de vous joindre. Et chaque fois, le sujet que vous mettez sur le plateau, on vous entend difficilement. Vraiment est très attrayant. Particulièrement aujourd'hui, je vous ai eu. Vous avez passé un sujet qui a vraiment attiré mon attention. Oui. Quand nous perdons les proches. Et ce jour-là, j'ai essayé de vous joindre. Pas possible. Là, je devais le faire. Alors, j'avais voulu joindre parce que j'ai besoin de quelqu'un. On ne vous entend pas du tout. C'est vraiment dommage parce que j'espère que vous allez rappeler qu'on va essayer de vous joindre. Les équipes au téléphone sont diligentes pour régler ce problème-là parce que la connexion est très mauvaise. Oui, donc comme je le dis, de mon point de vue, je pense qu'il faut dire son salaire à son partenaire. Parce que dès que c'est dit et que vous engagez ensemble dans les dépenses, chacun sait ce que l'autre gagne. Je pense que normalement, ça devait nous aider à faire un budget réaliste. Mais si vous avez 100 000 et que vous cachez, surtout si vous n'êtes pas souvent à la maison, vous serez constamment soupçonné d'avoir de l'argent que vous ne déclarez pas et que vous utiliseriez certainement pour autre chose. Donc, il est souhaitable et conseillé de dire son salaire. Vous avez dit une grande part. Une grande partie. Oui, l'autre partie, je vais dire maintenant. La petite partie, c'est que beaucoup d'hommes estiment que, enfin, quelques hommes estiment que la femme, dès qu'il a l'argent, dès que les dépenses naissent. Vrai ou faux, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'enquête. Mais pour cette raison, certains ont peur de dire ce qu'ils ont. Parce que s'ils viennent dire qu'on a 100 000, il n'y a pas de problème, vous avez fait les dépenses de 100 000. Mais si jamais demain elle apprend que vous avez 1 million, c'est sûr que vous allez oublier que vous avez 100 000 et vous allez donc, ça crée toujours des dépenses. Bah oui, le train de vie augmente. Oui, ça augmente, mais le problème c'est que il faut toujours tenir compte du fait que je peux avoir l'argent aujourd'hui, alors que hier je n'en avais pas, donc demain je peux ne pas en avoir. Donc il faut toujours faire de la prévoyance, un peu dans ce sens. Donc on va commencer à dire il faut changer systématiquement le salon, il faut changer ceci, alors qu'il faut faire les choses de mon point de vue de façon progressive parce que personne ne maîtrise demain. Mais si on s'entend à faire un budget commun, à faire des dépenses communes de façon consensuelle, je pense qu'il est bon de se dire de se donner nos salaires et cela permet de minimiser un temps soit peu, j'allais dire les soupçons. Parce que si j'ai 100 000 qu'on a fait les dépenses et qu'on s'est entendu qu'on devait donner 10 000 francs à quelqu'un pour une raison particulière, il n'y a pas de raison à venir me dire pourquoi, etc. etc. Donc, c'est souhaitable de le faire, de mon point de vue. Alors, donc, l'argent existe, mais la dépense pose problème. Ça, c'est une des difficultés. L'autre cas de figure que nous pouvons avoir, c'est des situations où le monsieur travaille, par exemple, seul. Oui. D'accord, on y revient tout de suite. Madame NDD est en ligne, elle nous appelle de Cocody. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Excellente année 2015 à vous, on vous écoute. Merci. Merci, bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Alors pour vous, est-ce qu'on doit déclarer son salaire à son conjoint? Oui, les deux conjoints doivent déclarer leur salaire. Pour moi, ça ne pose pas de problème parce que quand le budget est bien planifié, dans le budget, chacun a une part pour laquelle il n'a pas besoin de dire ce qu'il en fait.
Parce que généralement, c'est de là que les hommes ont peur. Ils se disent, parmi eux, il y a certains qui ont un deuxième bureau, comme on dit. On va leur demander qu'est-ce que tu as fait de cet argent. Vous décidez ensemble que, je dis n'importe quoi, monsieur a 100 000 francs qu'il dépense comme il veut, madame a 100 000, 50 000 francs qu'elle dépense comme elle peut. Et cette partie-là, on n'a pas besoin de dire ce qu'on en fait. Pas besoin de justifier. On pourrait dire que c'est un peu de l'argent de poche. De sorte que chacun n'a pas peur de dire j'ai tel... Problème de connexion, mais je pense qu'on a compris l'essentiel de son intervention. Pour elle, il faut se déclarer mutuellement les salaires, mais réserver, je dirais, une petite caisse pour se faire plaisir, qu'on n'a pas besoin de justifier. Je pense que c'est important parce que c'est source de conflit. Est-ce qu'on doit justifier même ses dépenses à son conjoint? Ça dépend de quel type de dépenses. Par exemple, moi, par principe, les histoires de je mets de l'argent à ma tante, à ma mère et tout ça, moi, je ne rentre pas dedans. C'est ta mère, tu as le droit de lui donner cadeau, tu le fais, je ne cherche pas la chose. Mais il y a quand même des dépenses, surtout en fonction de la situation de la famille, qu'il faut quand même absolument ou nécessairement justifier. Parce qu'au moment où vous êtes par exemple sur un projet commun de famille ou de couple et qu'il y a une dépense qui intervient qui ne rentre pas dans ce cadre, on se pose la question de savoir, on s'est engagé par exemple à acheter une nouvelle voiture ou bien acheter de nouveaux fauteuils. Comment se fait-il que, sans me consulter, tu puisses te permettre d'aller acheter quelque chose qui te coûte cher? Mais je voudrais surtout insister sur ce que la dame a dit. Le fait que chacun doit avoir quand même un minimum dans ce qu'on déclare sur soi. Parce que une des sources de conflit dans les couples en matière d'argent, c'est que souvent l'autre partie a tendance à penser que le ou la partenaire s'occupe plus de sa famille que de la petite famille. Mon mari, toujours c'est sa famille. Toujours c'est sa famille. Ma femme, c'est toujours ses parents, c'est toujours ses parents. C'est pour ça que je pense qu'il serait sage, parce qu'on est en Afrique et on ne va pas éliminer nos familles, on ne va pas dire qu'on n'appartient plus à nos familles si on n'existerait plus. Il est bon, de façon sage, et en fonction de ce qu'on a, c'est surtout ça, je vais insister sur cette notion, en fonction de ce qu'on a, de donner la possibilité à quelqu'un d'avoir une certaine quantité ou une certaine somme avec soi pour être libre de faire les dépenses. Si la personne veut aller faire un cadeau à sa mère, si la personne veut faire un cadeau à un oncle ou à un cousin ou aider, devait pouvoir avoir une certaine marge pour pouvoir le faire, parce que si on ne le fait pas, on sort de nos familles africaines qui ont leur côté positif, qui nous aident, mais en même temps aussi quelques difficultés, peut-être qu'on abordera d'autres fois. Donc j'insiste là-dessus, il faut déclarer, mais il faut faire en sorte que dans la gestion, chacun ait une certaine marge pour ses affaires, j'allais dire personnelles, ce qu'on appelle l'argent de poche. Donc si on me demande quelque chose et que je veux donner, je peux informer mon partenaire, mais je ne suis pas obligé de venir justifier parce que je décide de donner. Très bien. Monsieur Camo nous appelle de Yopougon. Allô? Allô? D'accord. Alors, docteur, il y a certains hommes également qui, bien que connaissant le salaire de leur femme, qui peut être conséquent, hein, quand le leur est suffisant, ils disent à la femme tout simplement, ton salaire, il est à toi, tu en fais ce que tu veux, tu en jouis comme tu veux, et moi je m'occupe de toutes les dépenses de la maison. Bon, je crois que c'est rare maintenant. Je crois que c'est rare maintenant, même si ça existe, c'est vraiment très rare. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans Abidjan, vous demandez, beaucoup de gens vous diront que les hommes ne veulent plus se marier à des femmes qui ne travaillent pas. Donc, ça existe, mais c'est rare, mais c'est une force politique. On a décrié ici, la raison, elle est simple, tout s'apprend dans la vie. Parce que quand vous êtes en couple et que le monsieur, il est puissant, c'est l'expression que je veux utiliser, et qu'il est à mesure de tout payer au point où vous dites, bon, même si j'ai 1 million, il faut prendre ça à la limite, je te paye encore plus. Le danger, c'est que comme personne ne sait ce qui attend devant, la personne peut perdre son poste. Ça, c'est le moindre mal, parce que là, au moins, elle est encore en vie. Mais que la personne peut décéder, c'est arrivé. En ce moment, la femme est complètement désemparée. J'ai connu des gens qui avaient leur époux qui faisait tout. Vraiment tout, comme on dit tout là. Et puis, elle n'a pas appris à gérer. Elle n'a pas appris à faire de l'économie. Donc son argent arrive, on est toujours dans les salons de coiffure, en train de toujours changer les habits. Et puis, paf, le monsieur s'en va. Rien n'est prévu, elle est complètement désemparée. En général, votre espérance de vie en ce moment-là devient très, très courte parce que la pression augmente. Très bien. Monsieur Akadié nous appelle de Port-Boué. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Akadié. Oui, bonjour à vous, comment vous allez? Ça va super bien, merci. Très bonne année à vous. Oui, merci à vous aussi, bonne année à vous. Merci, on vous écoute.
Bon, moi, à mon avis, c'est pas normal qu'un homme donne le montant de son salaire à sa femme. Pourquoi? C'est pourquoi pas normal. Pourquoi? Parce que, bon, nous connaissons tous la femme et les femmes sont beaucoup matérialistes. Une fois que tu lui montres le montant de ton salaire, automatiquement à ta place, elle commence à faire des bougies. Et ça devient un peu difficile. Ça fait que toi-même, tu n'arrives pas à reverser ton salaire. Elle va te dire, bon, j'ai tant à faire, et puis bon, tu vois, ça pèse. D'accord. Mais monsieur Akadi, est-ce que vous voulez savoir le montant du salaire de votre compagne? Ou elle aussi, elle peut garder son salaire secret? Je vous entends un peu faiblement, D'accord, monsieur Akadi, pour vous, est-ce que la femme doit déclarer son salaire à son conjoint ou elle garde... Non, si c'est la femme, c'est normal, parce que l'homme, c'est rare que l'homme s'interfère dans l'argent de sa femme. C'est la femme toujours qui veut savoir pourquoi tu as fait sortir telle somme, pourquoi tu as fait sortir comme ça. Sinon, si c'est l'homme, c'est un problème, lui s'en fout, hein. Lui il fait son argent. Monsieur Akadi, pour bien comprendre, la femme doit déclarer son salaire à son mari, mais le mari ne doit pas... son mari n'a pas le droit. Non. Ok. Bon. Merci, monsieur Akadi, pour ce point de vue. Ok. Merci, très bonne journée. Un point de vue que je ne partage pas forcément, oui, mais que je respecte tout à fait. On respecte, mais ce que je veux dire, ce que je perçois dans ce que monsieur Akadi dit, c'est un peu le problème de confiance, en fait. Exactement. En réalité, on n'a pas confiance. Sinon, si on pense qu'on est ensemble et qu'on va dans la même direction et que les dépenses se font dans la dynamique à deux, théoriquement, ça ne devait pas poser de problème. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que souvent, même les projets de couple se font de façon individuelle. On dit on est marié, on a communauté de biens, mais on a l'impression que chacun fait son projet. Et ça, ce n'est pas de nature à rassurer les choses. Parce que si tu fais ton projet et que tu finances, tu ne vas pas venir prendre pour moi pour aller financer ton projet qui, entre guillemets, va de ton côté. Je prends un exemple, je travaille et puis ma priorité, c'est d'aller construire une maison à ma mère, alors que ma petite famille n'en a pas. Est-ce que c'est vraiment la priorité? Je n'en sais rien, je ne vais pas faire des polémiques. Mais il faut faire ça dans la confiance et voir dans la même direction. Il faut surtout aussi échanger. Parce que, en général, les dépenses, l'autre peut trouver que c'est pertinent. Votre femme ou bien votre mari trouve que cette dépense-là, en ce moment précis-là, cette dépense est opportune. Elle est pertinente, donc elle veut faire. Mais moi, par rapport, par exemple, au projet de la famille, j'estime, par exemple, que la dépense n'est pas opportune. Et donc, il faut discuter et s'entendre, parce que si on ne le fait pas, ne pas le déclarer, je pense que c'est source de conflit. Très bien. Jessica nous appelle de Beaunois. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour Jessica, comment vous allez? Ça va, merci. Merci, on vous écoute. Je voudrais répondre au monsieur de tout à l'heure. Oui. Je ne suis pas aussi d'accord. D'accord, on vous écoute. Quand vous vous mariez, quand une femme se marie à un homme, vous partagez tout. Et il n'y a pas que la femme qui a le droit de se dévoiler, l'homme aussi. Du moment où vous êtes ensemble, c'est que vous avez confiance en elle. Tout à fait. Merci, c'est mon point de vue. D'accord, donc pour vous, on doit se déclarer les salaires mutuellement? Oui. Très bien. Merci beaucoup Jessica. Merci. Oui, en général, les gens ont peur de déclarer leur salaire quand c'est gros. Ça, c'est ce que je constate. Quand l'homme a... Si le gars a un salaire de 1 million, 2 millions, parce qu'il a peur qu'en sachant... il y a des femmes aussi qui ne sont pas sages. Oui, moi, mon mari a l'argent. Quand les trucs, on veut se montrer. Donc, il a un peu peur. Mais quand le salaire est petit, ça, c'est facile de déclarer. Parce que là, les plaintes sont moindres. Quand tu parles, tu dis qu'il y a 100 000, voilà le bulletin là. Donc, c'est réglé. Je veux dire... Ça rit dans le studio. Oui, on y va, je vous écoute. Alors, est-ce que, justement, en fonction de notre train de vie, la femme, même si elle ne connaît pas précisément le salaire de son mari, elle a bien une idée de combien il peut toucher. Parce que quand on voit, par exemple, la maison dans laquelle on vit, ce qu'on mange, ce que le monsieur ou le mari donne pour les courses du mois, quand on voit l'école dans laquelle les enfants vont, on peut avoir une idée, mais si elle n'est pas très précise, on peut avoir une idée du salaire de son mari. Oui, je pense qu'au lieu de faire des supputations, ses revenus, s'il ne veut pas le donner.